Alors, on va commencer bientôt l'animation en direct. Ça me fait plaisir d'être là ce matin pour faire ça. Donc, il est 10h moins 2. On va attendre évidemment quelques minutes que les gens se branchent. En attendant, vous pouvez venir vous brancher. Vous pouvez déjà poser des questions si vous en avez. Vous pouvez déjà interagir dans les commentaires. Je vais pouvoir vous lire à mesure que ça avance. Voilà. Donc, je, je suis bien content de faire ça ce matin. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est ça. Je vais commencer bientôt. Vous pouvez voir ici derrière la couverture de Maxime qu'on a placée sur notre petit tableau, car je n'ai pas reçu mes copies du livre encore. On pourra en reparler si vous voulez de cette situation-là, qui est bien involontaire de la part de tout le monde, en fait, hein, avec ce qui se passe en ce moment. Donc, voilà. Je je cherche comment le partager. Attends un petit peu, je vais me rancher de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est ça. Il est presque 10 heures. Nous allons bientôt pouvoir commencer cette animation en direct, cette discussion, conversation. Vous pouvez poser vos questions si vous en avez, évidemment, interagir en tout temps. Donc, voilà, je partage la publication sur ma page perso aussi pour que vous puissiez suivre si vous voulez. Donc, voilà, partagez abondamment si vous voulez cette petite vidéo en direct. Donc, pour qu'on puisse être nombreux sur place. Donc, pour jaser ensemble de tout ça. Donc, voilà, un instant. C'est toujours un peu étrange le début des animations en direct. On ne sait jamais quand les gens vont commencer pour vrai et tout ça. Donc, moi, je vous laisse encore une minute ou deux là, avant de commencer à jaser pour de vrai, sérieusement. Donc, voilà. Je vais partager la vidéo. Partager. Voilà. On est en direct. Ah, on a Marie-Michel qui dit allô. Allô, Marie-Michel. Merci d'être là, branché avec nous ce matin pour jaser de tout ça, de cet univers-là, qui est l'univers de l'écriture. Magali est là. Allô, Magali, une collègue. Ma soeur et ses enfants sont là aussi. Merci beaucoup d'être là avec nous ce matin pour faire ça. Donc, un instant. J'ai ma fille ici qui est sur le côté. Si vous voyez des petites mains apparaître ou si quelqu'un échappe quelque chose ou si ça coupe le son, c'est parce qu'elle joue avec le micro. Voilà, on va essayer que ça n'arrive pas le moins possible. Donc, on passe ça. Voilà. Bonjour et bienvenue sur ma page, sur mon animation en direct. Je m'appelle Mathieu Fortin. Je suis auteur et animateur en littérature jeunesse. Donc, je me suis spécialisé en littérature jeunesse dans les dernières années parce que j'aime écrire pour les enfants, pour les ados, pour les pré-ados, même si j'écris parfois aussi pour les plus grands. J'ai décidé de concentrer mes énergies principalement à écrire pour les pré-ados et les ados parce que j'aime simplement la façon d'écrire pour cette clientèle-là. J'aime raconter des histoires qui peuvent les toucher, en fait, qui peuvent aller les chercher simplement. Donc, j'aimerais en premier vous remercier d'être là, ceux qui sont branchés avec nous, et j'aimerais aussi remercier énormément Facebook et le Centre national des arts pour leur initiative de Canada en prestation, donc pour encourager les artistes canadiens qui sont frappés par la crise de la COVID-19. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'artistes et le domaine culturel en général fonctionne avec un public, donc des interactions. Et en ce moment, ben, c'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de chanteurs, chanteuses, groupes de musique, des troupes théâtrales aussi qui font des animations en direct dans le cadre du programme Canada en prestation. Donc, il y a quelques auteurs aussi canadiens-anglais et jusqu'à maintenant, je pense que je suis le seul auteur canadien francophone en jeunesse, en fait, là, qui participe au programme. Donc, c'est grâce à eux que je suis branché avec vous ce matin. C'est eux qui encouragent cette initiative-là.
donc d'avoir des artistes en ligne. Il y a eu beaucoup d'initiatives comme ça dans les dernières semaines. Il y a eu la semaine du direct des auteurs jeunesse. Je salue mes collègues qui ont participé à cette semaine-là. Moi, je me suis gardé du temps, en fait, à ce moment-là pour être avec mes enfants. J'avais envie de profiter du temps avec eux et j'avais pas trop la tête à ça. Alors qu'en ce moment, ben, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est dans cet état de crise-là et ben, je trouvais ça plus simple de faire ça plus tard, si on veut, là, dans le printemps. Et ça a donné comme ça que Canada en prestation était là pour soutenir cette initiative-là. Donc, il y a aussi le Salon du livre virtuel la semaine dernière qui était une très belle initiative qui a permis à beaucoup de gens de rencontrer les auteurs, mais sans être présents. Voilà. Donc, moi, ce que je fais dans la vie, c'est écrire des histoires. J'écris des histoires et j'aime les faire vivre. Donc, je me promène beaucoup, je vais dans les écoles, dans les maisons des jeunes, j'ai fait des animations dans les campings, entre autres, parce que j'aime raconter des histoires, j'aime aussi inventer des histoires, j'aime montrer aux gens que les idées qui sont peuvent aussi être porteuses d'histoire. Donc, j'essaie de varier les projets dans lesquels je m'implique, dans lesquels je travaille, et j'essaie toujours de garder un contact avec les élèves qui sont mon public principal dans ce que j'écris. Donc, j'aime beaucoup me promener dans les écoles et en ce moment, ben, j'avais beaucoup de projets dans les écoles qui malheureusement n'ont pas lieu parce que les écoles sont fermées et malheureusement, ça sera même pas possible d'ici la fin de l'année scolaire d'aller dans les écoles. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir contribuer comme ça avec une autre façon de faire, avec le direct comme ça. Vous avez peut-être vu passer dans les dernières semaines, je fais aussi des vidéos maintenant sur YouTube. J'aime bien parler de mes livres, décortiquer les idées, l'histoire de l'édition en arrière. Donc, Mathieu te raconte sur YouTube, c'est ma chaîne où je fais ça avec beaucoup de bonheur. Dans les dernières années, j'ai publié beaucoup de trucs avec différentes maisons d'édition. J'aime bien varier les éditeurs avec qui je travaille, pas parce que je les aime pas, c'est pas du tout ça. J'aime bien, en fait, je chéris chaque relation avec un éditeur. Je trouve ça intéressant de voir la dynamique d'un éditeur à l'autre. Donc, j'ai publié chez Foulire, un roman humoristique pour les ados qui n'aiment pas trop lire souvent. C'est pas trop épais, c'est pas trop bébé. Donc, un problème de taille chez Foulire qui a été publié l'an dernier. J'ai publié aussi chez Bayard Canada 2 titres dans les dernières années. Donc, Prisonnier du gym, qui est mon roman d'Halloween qui se passe dans un centre d'entraînement. J'aime bien, moi, prendre des lieux et essayer de voir comment je peux m'en servir de façon étrange dans une histoire drôle qui fait peut-être peur aussi. Donc, voilà, Prisonnier du gym, c'est un exemple de ça. J'ai aussi publié chez Bayard, ce qui est peut-être mon plus gros hit dans les dernières années, Nosophobia, un roman étrangement d'actualité avec la pandémie actuelle. Donc, on pourra en reparler si vous voulez plus tard, mais sinon, j'en ai parlé dans 2 vidéos sur YouTube et sur Biblio Vidéo sur YouTube d'ailleurs aussi, un nouveau projet de vidéos en ligne sur YouTube du Centre canadien des livres pour enfants, qui partage mes vidéos, entre autres. Donc, j'ai aussi contribué à une collection qui me fait vraiment chaud au cœur, en fait. Un instant. Voilà, les joies du direct. J'ai publié dans la collection Frisson aux éditions Héritage 2 titres, donc L'ombre du rôdeur qui est paru l'an dernier et Transfert mortel qui est paru tout juste avant la fermeture de la société au complet. Donc, un roman de la collection Frisson qui est paru en début mars, février, début mars, donc Transfert mortel. Ce sont 2 titres de la collection Frisson que j'ai fait dans les dernières années et j'ai aussi, pour les aventuriers qui aiment les défis, publié un truc dans la collection Sphinx qui s'appelle Énigme fatale. La collection Sphinx, c'est une collection où le roman est dans le désordre. Donc, à la fin de chaque chapitre, il y a une énigme à résoudre et on doit trouver la solution. Allez voir dans la table des matières pour trouver le chapitre suivant. Donc, la collection Sphinx chez Héritage. C'est ce que j'ai fait en littérature jeunesse dans les dernières années, ce qui m'amène à une trentaine de titres publiés depuis 2008. J'ai aussi contribué au site qui s'appelle tonaventure.com si vous cherchez de la lecture en ligne gratuite. C'est quelque chose que j'ai fait dans les dernières années aussi. Donc, des romans dont vous êtes le héros de formule classique, mais où les jeunes doivent lire à l'écran et
cliquer là, à la fin de chaque chapitre pour savoir où ils s'en vont. Donc, c'est un autre concept. Aujourd'hui, je vous parle, en fait, Canada en prestation encourageait les artistes à soumettre l'idée de parler d'un projet qui a été retardé ou annulé à cause de la crise du coronavirus. Et moi, ben, j'avais un roman qui devait sortir au mois d'avril, qui a été décalé au mois de juin. En théorie, c'est ce qu'on a comme dernières informations. Donc, à l'été 2020, paraîtra le premier volume d'une série qui s'appelle Maxime Superpuissante, premier tome, L'étincelle. Donc, j'ai pas reçu mes copies encore du livre parce que il était à l'impression, il était imprimé, mais là, l'imprimeur était fermé à cause de la crise et tout ça. Donc, je n'ai pas mes copies. Par contre, je vais vous imprimer ce matin des exemples de la couverture pour que vous puissiez voir Maxime. Donc, les Superpuissants, c'est un projet que je traîne depuis très longtemps. En fait, depuis 2014-2015, on m'a marqué la collection 5, c'est hot, merci. C'est pas mon idée, mais j'ai bien aimé écrire ça. On remercie Thomas, l'éditeur, qui a eu ce flash incroyable des énigmes à la fin des chapitres. Voilà. Donc, Maxime Superpuissante, 2014, les premières versions, les premiers jets. 2015, j'avais soumis le roman à des éditeurs et bon, ça ne fonctionnait pas et tout ça. Au départ, ça s'appelait Journal d'une superpuissante. J'avais envie de faire un hybride, un format hybride entre le journal intime et le comic book de super-héros. Donc, j'avais envie d'avoir une ado qui est une super-héroïne et qui écrit son journal. Et bon, avec le recul, j'ai réalisé que le format journal n'était pas super pour un roman où il y a beaucoup d'action. Donc, parce que raconter au passé, ça volait trop de punch, je trouvais, dans cette idée-là. Donc, je l'ai réécrit au présent, en action réelle, en fait. Et je l'ai divisé, j'ai rajeuni un peu mon public cible. Au départ, je voulais écrire un truc vraiment très ado, à la limite peut-être même jeune adulte. Et finalement, j'en ai fait un roman pour les 9-12 ans, donc qui s'appelle Maxime Superpuissante, volume 1, L'étincelle. L'idée, c'est que, je peux vous lire directement la C4, si vous voulez, qui va comme suit. Alors que Maxime vient à peine de terminer sa dernière journée d'école primaire et qu'elle s'apprête à profiter de ses vacances d'été, elle est frappée par la foudre. Son père, témoin de l'accident, comprend qu'un phénomène extraordinaire vient de se produire lorsqu'il réalise que son enfant ne souffre d'aucune séquelle. L'éclair a-t-il doté Maxime de super pouvoirs? La fillette serait-elle sur le point de devenir une super puissante? Et si l'émergence de ses super talents lui permettait d'affronter Casque d'Argent, le nouveau scélérat qui sème le chaos à Royal City? Voilà. La magnifique couverture où on voit Maxime frappé par l'éclair a été faite par Manuela Côté, qui a fait un excellent travail de bien saisir l'essence même de Maxime sur la couverture. Et d'ailleurs, j'ai vu les esquisses de la couverture du tome 2 et je suis sûr qu'on va avoir quelque chose d'hallucinant. Merci beaucoup, Manu, pour cette belle illustration. Et d'ailleurs, je tiens à souligner l'équipe d'Andara, qui est l'éditeur qui a accepté ce projet-là, qui ont fait une job de montage graphique à l'intérieur du roman qui est vraiment cool. Donc, c'est un format semblable là, dans la grosseur à celui de la collection Big. Mon Big à moi, mais ça ne fait pas partie de la série Mon Big à moi, c'est vraiment une collection qui est à côté de ça, donc qui vise les 9 ans et plus. L'idée en arrière de ça, c'est d'avoir un univers qui ressemble au nôtre. Donc, ça se passe à Royal City, qui est une espèce de version de Montréal où il y a des super-héros. Donc, comme on le fait dans les comic books américains, beaucoup en modifiant New York en métropolis, par exemple, pour Superman, ce genre de truc-là. Donc, moi, c'est Royal City où il y a le Mont-Royal qui est là, évidemment, puis il y a le fleuve Saint-Laurent qui est là, qui porte un autre nom, puis ça ressemble beaucoup à Montréal, cette ville-là. Et il y a des super-héros, donc, qui s'appellent les super-puissants, qui sont regroupés autour d'une organisation. Là, ceux qui veulent être des super-héros sont là, dans un organisme qui s'appelle le CRISP, donc le Centre de recherche sur les individus superpuissants, qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle Nicolas Furieux, donc qui est un clin d'œil à un personnage de Marvel, qui est un super puissant aussi, qui dirige cette organisation-là. Et lui, c'est lui qu'on voit à la télé, là, qui intervient quand il y a des problèmes en ville avec les super puissants qui sont méchants, qu'on appelle les scélérats. Les scélérats sont ceux qui décident d'utiliser leur super pouvoir pour ne pas pour faire des choses méchantes. Là. Ils ne respectent pas la loi. Dans le fond, ce sont
Ce sont des méchants, des scélérats. Et voilà, c'est le rêve un peu de tout le monde d'être un super puissant. Par contre, c'est aussi quelque chose qui est dangereux parce que les pouvoirs peuvent avoir toutes sortes d'effets, peuvent être incontrôlables. Il y a tout un pan de gens tout un pan de jeunes, en fait, là, qui essaient de susciter l'émergence de leur super pouvoir en provoquant des accidents, ce qui a des conséquences parfois désastreuses. Donc, les jeunes sont au courant. Il faut faire attention. Il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi pour essayer d'avoir un super pouvoir qui naît. Mais malheureusement, il y en a qui le font et qui ont des conséquences fâcheuses. Maxime, elle, vit avec son père et sa mère. Sa mère est pilote d'avion, elle n'est jamais là, toujours partie. Elle est à l'école primaire, elle est en sixième année et le roman commence la dernière journée d'école de sixième année. Donc, c'est un peu malheureux, les jeunes cette année qui sont en sixième année ne pourront pas vivre ça. Voilà. Et Maxime est à son espèce de petit bal de sixième année, de fin d'année. Et, ben, il y a un spectacle. Et le spectacle, c'est le cirque des super puissants. Parce qu'il y a des super puissants qui utilisent leur pouvoir pour leur travail de tous les jours, au lieu d'être des super-héros. Ils se facilitent la job. Et les artistes de cirque, ben, s'ils ont des super pouvoirs, c'est beaucoup plus facile. Donc, elle a un spectacle du cirque des super puissants. Magali demande s'il y a plusieurs héros différents. Ben, dans le premier volume, Maxime, qui va s'appeler l'Étincelle, hein, c'est son nom de super-héroïne, c'est relativement évident, va rencontrer le Frisson, qui est un jeune garçon qui va venir l'aider dans une bataille où elle se retrouve sans le vouloir, en fait. Là, elle découvre ses talents et ses pouvoirs, donc elle va être prise avec de l'expérimentation et elle va se faire attaquer par Casque d'Argent. Donc, le Frisson va apparaître pour l'aider là-dedans. Et évidemment, elle va entendre parler de toutes sortes de super-héros. Et il y a d'autres scélérats, des méchants qui vont apparaître en cours de route. Moi, je me suis beaucoup amusé à créer des méchants, en fait, dans tout ça. Aussi, j'aimais ça, l'idée d'aller chercher des pouvoirs un peu bizarres, là, des pouvoirs un peu étranges. Et là, c'est vraiment bizarre aussi. Là. Moi, quand j'ai commencé à écrire ça, je n'avais jamais vu de truc avec Flash, qui est maintenant un de mes super-héros préférés. J'aime beaucoup Black Lightning aussi, donc deux super-héros qui sont liés aux éclairs, un peu comme Maxime. Mais j'ai quand même essayé d'aller me chercher des pouvoirs, des capacités un peu différentes avec elle et avec le Frisson. Le Frisson qui est un super-héros de glace qui s'arrache des cheveux, qui le transforme en arme de glace. Donc j'avais envie d'aller chercher un pouvoir de glace, mais qui n'était pas de la projection directement avec les doigts, quelque chose comme ça. Donc d'aller chercher une petite variante dans cette chose-là. Donc voilà. Ben merci Nathalie. Les personnages de cirque, c'était une idée un peu étrange et je me suis dit que tiens, je pouvais peut-être les ramener. D'ailleurs, le cirque des super puissants va réapparaître plus tard, ils vont devenir des personnages plus importants. Marie-Michel, ben, j'espère que vous allez avoir l'occasion, toi et ton fils, de lire ça, bien sûr. Et ben, Magali, j'espère que tu vas le lire avec ta fille, effectivement. Voilà. Donc, je vous lis un extrait de Maxime Superpuissante. J'ai décidé de lire le chapitre 2. Merci beaucoup de vos commentaires. Ça fait chaud au cœur de lire ça en même temps que je vous parle. C'est beaucoup de gestion, mais je me sens quand même relativement en maîtrise. On va voir ce que ça donne. Donc, chapitre 2 de Maxime. Ouais, je l'ai imprimé hein, parce que je n'ai pas reçu mes copies. Donc, chapitre 2 qui s'appelle Les super puissants, qui est le spectacle du cirque. Donc, je vous lis un petit extrait. Vous allez découvrir des super puissants à travers tout ça. Donc, le premier homme à apparaître sur scène porte un costume beige strié de brun. Il ne dit pas un mot, mais sur l'écran derrière lui, son nom apparaît. Caféinomane. La plupart des superpuissants choisissent un surnom pour garder leur véritable identité secrète. C'est ce qui est recommandé dans le guide pratique pour les aspirants superpuissants. Tout ce que vous devez savoir avant de découvrir votre super talent. On est dit qu'il faut préserver sa vie privée. C'est essentiel pour assurer la sécurité de l'entourage de tout superpuissant. Derrière Caféinomane se trouve une table sur laquelle il y a un bol. L'homme y plonge la main et en retire une poignée de grains de café. Dans un grand geste spectaculaire, il les verse dans sa bouche. Un « Oh » parcourt la foule tandis que le superpuissant mâche les grains,
Les enseignants esquissent une grimace de dégoût. Une super puissante au masque bleuté couvrant la moitié de son visage arrive ensuite sur la scène. Elle est vêtue d'une combinaison où sont dessinées des plumes de toutes les couleurs. Sur l'écran derrière elle, un tourbillon de couleurs apparaît. Lorsqu'il arrête de tourner, son nom s'affiche. Couleur Girl. La femme prend la parole. Les enfants, je sais que vous ne buvez pas de café, mais les adultes, eux, ne peuvent s'en passer. Après une longue année scolaire, ils méritent une tasse de cette délicieuse boisson chaude et réconfortante, non? Vous voulez qu'ils puissent goûter à la torréfaction spéciale de caféinomane? Un grand « oui » résonne dans la salle. Couleur Girl pointe alors les profs. Lequel ou laquelle d'entre vous aura le courage de s'approcher pour goûter? Les enseignants se regardent indécis, jusqu'à ce que la directrice s'avance vers l'estrade sous les applaudissements de tous les spectateurs. « Oh, Madame Beauvais !» lance Couleur Girl. « Dites-moi, quel type de café préférez-vous? Je prendrais un expresso bien serré, s'il vous plaît. Avec une saveur? Je dirais pas non à un soupçon de noisette, répond la directrice. Caféinomane hoche la tête et commence à mastiquer la mixture de café en bougeant la mâchoire de gauche à droite. Le super puissant prend ensuite une tasse derrière lui et l'attend à Couleur Girl. Madame Beauvais, quel est votre animal favori? Demande celle-ci. Le lion, répond la dame. Avec l'index de sa main libre, Couleur Girl trace quelques lignes sur la tasse qu'elle tient. Celle-ci apparaît en gros plan sur l'écran. Les lignes tracées par la superpuissante bougent dans tous les sens. Lentement, une patte se dessine, suivie d'une crinière et d'une queue. En quelques instants, un lion apparaît, dans des teintes de jaune, d'orange, de beige et de brun. Tout le monde est impressionné. Des applaudissements fusent de partout. Couleur Girl lève une main pour demander le silence. Caféinomane ouvre la bouche, d'où sort une petite bulle remplie d'un liquide noir. Comme s'il s'agissait d'un œuf, il la frappe sur le rebord de la tasse dans laquelle il verse le liquide. De la vapeur s'élève dans la salle et une odeur de café avec un léger parfum de noisette se diffuse dans le gymnase de l'école. Ça sent le café que ma mère fait avec sa machine spéciale, murmure Anaël. Je ne réponds pas. Le café que boit mon père ne sent vraiment pas aussi bon. Madame Beauvais approche ses lèvres de la tasse en tentant de ne pas avoir l'air dégoûteux et prend une petite gorgée du liquide noir. Son visage s'illumine. « C'est le meilleur café que j'ai bu de ma vie », déclare-t-elle. Les applaudissements éclatent à nouveau dans la salle. La foule est admirative et réclame de nouveaux numéros. Je suis impressionné. C'est la première fois que je rencontre des superpuissants en chair et en os. Bien sûr, j'en ai déjà vu à la télé, autant des bons que des méchants. Et oui, il y en a qui utilisent leur pouvoir de façon illégale. On les appelle les scélérats. Ces derniers ne sont pas tous méchants, mais ils ne respectent pas la loi des superpuissants. Heureusement, il y a un groupe, le Centre de recherche sur les individus superpuissants, le CRISP, formé de superpuissants super-héros, qui fait tout pour les arrêter. À la fin de la représentation, je fais la file comme presque tous les élèves pour avoir l'autographe des membres du cercle des superpuissants sur mon album de finissant. Ensuite, j'irai chercher mon sac à dos, puis ce sera enfin les vacances. Donc, c'était le chapitre 2 de Maxime, Superpuissante, l'étincelle, publié aux éditions Andara, donc, et qui sera disponible au mois de juin cette année, si tout va bien. Donc, les librairies devraient rouvrir à partir de la semaine prochaine, celles qui ont pignon sur rue. Donc, vous pourrez vous procurer des livres, évidemment, et les nouveautés vont arriver dans les prochaines semaines aussi dans les librairies. Donc, et moi, je suis en train de terminer l'écriture du tome 2 où Maxime ira essayer d'aider quelqu'un qui est en difficulté à cause d'un super vilain, d'un scélérat, en fait, casque d'argent, va sévir encore et il sera là pour faire le trouble dans la ville de Royal City. Et il y aura d'autres super-héros, évidemment, en cours de route qui apparaîtront et d'autres super-vilains. Donc, l'idée pour moi était de faire un clin d'œil à Marvel, à DC, évidemment, à leurs super-héros très connus. L'idée étant que... j'ai de la compagnie, mes enfants sont arrivés. Donc, l'idée étant d'avoir des super-héros et des méchants qui s'affrontent dans une ville, mais aussi d'aller chercher un petit clin d'œil, un petit coucou au truc pour enfants. Donc, je sens une grande résonance avec Miraculous Ladybug, que j'écoute avec les enfants, que j'aime beaucoup. L'idée de mettre des jeunes super-héros en action. Donc, voilà, c'est un petit peu ça le principe de cette série-là. J'avais prévu au départ 6 volumes pour la saison 1. Moi, je l'ai divisé comme ça.
mais je sais pas trop encore combien on va faire de tomes. En fait, moi, mon plan est fait pour 6 pour l'instant. Donc, on va voir aussi avec la série si ça fonctionne bien. Est-ce qu'on fera une saison 2? Est-ce qu'on fera plus de volumes, des hors-séries, tout ça? Il est encore trop tôt pour le dire. Par contre, le tome 2, le volume 2 est prévu pour l'automne 2020. Cette année, j'ai signé mon contrat officiellement cette semaine. Donc, voilà, on va voir ce que ça va donner. C'est ce que j'avais à vous raconter sur Maxime. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, le fil de commentaires est là. Ça fait 25 minutes déjà qu'on est là ensemble. Merci d'être là avec moi pour faire ça. Je remercie encore Facebook et le Centre national des arts de cette opportunité-là de faire partie du mouvement Canada en prestation. Et j'aimerais aussi vous inviter évidemment à encourager les artistes que vous aimez dans ces temps de crise. Les artistes de la scène ne font plus de spectacles, les auteurs ne vont plus dans les écoles pour rencontrer les jeunes. Donc, consommez des produits culturels, achetez, si vous êtes capable, évidemment, des produits culturels. Si vous pouvez acheter des livres au lieu de les prendre à la bibliothèque, c'est une bonne chose. Si vous voulez prendre à la bibliothèque, c'est bien. Hein? Nous, ce qu'on veut, c'est que nos histoires, elles vivent, évidemment. Mais des fois, un petit achat, les auteurs ne sont pas mécontents, les artistes, les musiciens, tout ça non plus, évidemment. Donc, merci de les supporter et d'aimer la culture. Hein? C'est très important. Donc, voilà. Si ça vous va, je terminerai ça avec quelques questions. Dans les dernières semaines, j'avais demandé de me donner des questions sur ma page Facebook perso et pro. Donc, j'ai eu beaucoup de questions que j'ai imprimées, que j'ai mis dans un petit bol et j'ai mon assistante hors caméra qui va piger ça et me transmettre les questions à mesure pour que je puisse y répondre à quelques questions. Voilà. Alors, question numéro. Oh, attends. Quel livre conseilleriez-vous pour offrir pour des enfants entre 6 et 11 ans, s'il vous plaît? C'est une excellente question. Moi, mes enfants adorent la collection Minibig et la collection Mon Big à moi chez Andara. C'est une recommandation que je ferai. Sinon, dans mes livres à moi, s'ils aiment les histoires de peur, ben, j'ai écrit des romans dans une collection qui s'appelle Zone Frousse. Donc, j'en ai quelques-uns ici. Voilà. Donc, mes livres de la collection Zone Frousse. Sinon, voilà. Sinon, pour des enfants, entre 6 et 11 ans, la série Narval, Super Narval, Narval et Gelato, c'est un must, là. C'est BD, illustration, et ça permet donc d'explorer aussi le format image. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Magali, en commentaire, nous conseille de parler des livres que vous avez aimés. C'est un excellent choix aussi. L'illustratrice de Maxime Superpuissante, Manuela Côté, Manu Illustration, qui a fait un magnifique travail de représenter Maxime qui se fait frapper par l'éclair. On la verra dans son costume de super-héros dans un prochain volume, parce que oui, elle va avoir un costume, évidemment aussi. Donc, voilà. C'est Manu qui a fait ça. Je ne sais pas si je peux la taguer en commentaire. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. C'est Manu Lacoté qui fait ça. Merci beaucoup, Manu. Première question qui vient de mon bas la question. Regardez ça. Bas la question. Ici. Donc, c'est Rosanne va nous lire ça à voix haute. Es-tu capable, ma chouette? Vas-y, go. Oui, tu peux dire le nom de la personne. Raphaël. Combien de mots y a-t-il par livre? Donc, Raphaël, qui est mon neveu, fait demander combien de mots il y a par livre. Là, il faut comprendre aussi que j'ai eu beaucoup de rencontres d'auteurs qui ont été annulées et je devais aller voir les 2 écoles primaires à la TUC au complet. Et il y en a une que j'ai presque fait au complet et l'autre à laquelle je ne suis pas allé. Et celle à laquelle je ne suis pas allé, c'est là où vont mes neveux et nièces. Donc, ils m'ont envoyé des questions. Raphaël veut savoir combien de mots par livre et c'est tellement variable. Ça dépend tellement de ce que l'histoire a besoin d'avoir. Maxime, c'est des romans d'environ 25 000 mots dans ce format-là. J'aime quand c'est relativement court. Là. J'aime ça quand on ne perd pas trop de temps dans une histoire aussi. Donc, Maxime, c'est 25 000 mots par volume. Ça nous permet de... C'est ça. Ça me permet d'avoir des chapitres pas trop longs aussi. Moi, j'aime ça quand on tourne les pages. Là. Donc, Maxime, c'est 25 000 mots. Énigme fatale, on tourne dans le 35 000 à peu près. Les frissons aussi, à peu près 35 000 mots. C'est des romans de format pour ados, là, dans le fond, pré-ado-ado.
Nosophobia, on est plus proche de 45 000 mots dans celui-là. Puis voilà, mon plus gros roman en termes de mots, c'est quand j'ai fait les volumes de la série Entité. Donc ça ici, qui un jour seront peut-être réédités. Je travaille encore là-dessus. J'espère me trouver un éditeur qui serait partant pour refaire ces romans-là. 62 000 mots par tome, donc c'est beaucoup, là. C'est très, très dense ce qu'il y avait à l'intérieur. Magnifique couverture d'Olivier Carpentier, d'ailleurs, que je salue. Donc, c'est très variable. Je dirais qu'un roman, c'est rarement, tu sais, moi, mes plus courts trucs en format livre, c'est 10 000 mots à peu près, là, les romans Zone Frousse, entre autres. Bye Bye Marquis. Voilà, sinon, là, comme prisonnier du gym, c'est 17 000 à peu près, entre 15 et 17 000. Donc, c'est très variable d'un projet à l'autre. L'idée étant qu'on écrit la longueur qu'on a besoin pour servir l'histoire. Voilà. Deuxième question. Olivier, pourquoi écrit des histoires de peur? Bon, Olivier veut savoir pourquoi j'écris des histoires de peur. Olivier, la réponse, elle est très simple. J'aime ça faire peur. Faire peur aux enfants, c'est le fun. En livre, là, pas nécessairement tout le temps en vrai. Hein? Avoir peur, c'est les gens souvent aiment ça. Ce qu'on aime, en fait, c'est avoir peur quand il n'y a pas de danger. Moi, j'aime bien écrire des histoires de peur pour permettre de vivre une situation de danger, mais en imagination, sans qu'il y ait de danger pour vrai. Ça nous permet de savoir un peu comment on pourrait peut-être réagir et de se questionner par rapport à ça. Donc, j'aime beaucoup écrire des histoires de peur pour ça. J'ai pas fait que ça, mais c'est vrai que j'en ai fait beaucoup et que j'aime ça. Donc, et que j'espère en faire d'autres dans les prochaines années. Donc, on verra ce que ça va donner. Merci Olivier de ta question. Evelyne Gauthier, comment tu trouves tes noms de personnages? Bon, Evelyne veut savoir comment je trouve les noms des personnages. Evelyne, collègue auteur que je salue. C'est une excellente question, Evelyne, et la réponse que je vais te donner, évidemment, est peut-être pas super, là, mais je fouille beaucoup dans les listes d'élèves que je rencontre. Quand je vois des prénoms que je trouve intéressants, je les retiens. Je les prends en note parfois dans les salons du livre aussi. J'aime bien faire des clins d'œil aux lecteurs qui ont acheté des livres. Sinon, ben, je vais dans la banque de noms de la Régie des rentes là, pour essayer de trouver des noms relativement populaires, mais pas nécessairement dans les plus populaires. J'aime pas ça, nommer des personnages. Pour moi, c'est pas nécessairement un élément toujours super important. Par exemple, Maxime s'appelait comme ça parce que j'aimais bien Max, l'idée de pouvoir maximum, si tu veux. Là. Et comme dans les romans de super-héros, on fait souvent ça dans les comic books. En fait, là, les personnages ont souvent deux initiales pareilles. Voilà, il s'appelle Maxime Minus. J'aimais bien le contraste entre les deux. C'est souvent comme ça que je travaille. Quand je fais mes prénoms aussi, j'essaie de trouver des trucs. Des fois, je vais chercher des prénoms un peu champ gauche, là, parce que j'aime ça avoir des personnages qui ont des noms différents. Dans Prisonnier du Gym, on a Adalbert qui est là, qui a été comme une discussion entre moi et mon éditeur aussi. Faut que tu parles, Coco. Bonjour Béatrice. Rosanne, je suis sûr qu'elle te fait dire bonjour aussi. Voilà. Donc, c'est ça. Comme dans Nosophobia, les prénoms, ben, c'est dans le futur, dans un futur proche. Donc, j'avais envie d'avoir des prénoms pas trop bizarres, mais un peu étranges, peut-être, qui font différents. Donc, Valek, le personnage principal. Sinon, ben, des fois, je pige dans les petits voisins, petites voisines du quartier ici autour. Là. Donc, c'est pas eux, c'est le prénom que je vais chercher, mais c'est pas nécessairement eux. Et j'ai une petite tendance aussi à prendre des vraies personnes que je connais et à garder seulement leur initiale. Donc, souvent, j'aime ça faire ça aussi. Donc, si vous me connaissez puis vous lisez un livre, vous pouvez peut-être reconnaître les initiales de certaines personnes. Donc, voilà. Question suivante. Tiens, on a Hubert qui arrive et qui mange son propre pain qu'il a fait. Donc, voilà. Rosanne, question suivante. Marie-Christine Payette, est-ce que tu as un endroit spécial pour écrire? Donc, Marie-Christine avec qui je suis allé à l'école primaire et secondaire, je te salue. Veut savoir si j'ai un endroit préféré pour écrire. Ben, moi, j'ai un laptop, j'écris partout tout le temps. À la maison, c'est une pièce de travail, donc parfois je vais là. Petite anecdote,
ma blonde et moi, on est tous les deux travailleurs autonomes, donc parfois on est sur le sofa tous les deux pour travailler, puis parfois je me tape sur les nerfs parce que je tape, ça fait du bruit et ça bouge le sofa ou la table. Donc on s'est fait une pièce de travail pour ça. Présentement, je vous parle, je suis en direct de la pièce à devoir des enfants. Un instant, arrête de shaker le bureau, tu fais bouger la caméra. Ok. Merci. Voilà, donc j'écris un peu partout tout le temps en fait. J'aime bien aller dans les cafés, c'est sûr. J'aime bien quand je suis sur la route dans les écoles, je ne mange pas à l'école, je pars pour pouvoir être dans un café justement pour travailler dans une ambiance un peu plus silencieuse. Donc voilà, j'écris partout. Question suivante, ma chouette. Marie-Christine Payette, est-ce que tous tes personnages sont inventés ou est-ce que tu t'inspires de personnes réelles des fois pour créer tes personnages? OK, donc les personnages, oui, sont inventés, mais oui, aussi, il y a des gens réels parfois qui sont inspirés très proches de gens que je connais ou que j'ai rencontrés. Je dirais que souvent, les personnages d'ados souvent sont inspirés de gens que j'ai côtoyés au secondaire, que je réactualise, ou des jeunes à qui j'ai enseigné. Moi, j'ai été prof au secondaire de 2002 à 2008, donc j'ai côtoyé beaucoup de jeunes, et évidemment, dans mes rencontres d'auteurs, j'en vois aussi beaucoup. J'aime bien attraper. Moi, je dis toujours en rencontre que quand tu parles à un auteur, ben, tu ne sais jamais ce qui va être retenu contre toi. Donc, moi, j'utilise donc les gens que je rencontre, je note des détails et il y a toujours une petite partie de vérité dans ce que je fais. Voilà. Donc, Caroline veut savoir, est-ce que Caroline, savoir à quel âge j'ai publié la première fois? Là, donnez-moi 2 secondes. Là, les enfants, vous êtes tannants. C'est non. Merci. Parce que là, vous me dérangez quand je parle. Hein? Tu me déconcentres. Merci, mon homme. J'ai publié la première fois mon premier texte dans une revue 2003. Donc, j'étais au début de la vingtaine, j'avais 24 ans. Et mon premier roman en 2008, donc Le Loup du Sanatorium, j'avais donc 29 ans. Dans le fond, moi, j'écris depuis que je suis petit, depuis que je suis fin primaire, début secondaire. Mais je dirais que souvent, ça part d'avant ça. Hein. Moi, j'ai été un enfant qui jouait beaucoup avec des jouets. Puis jouer avec des jouets, c'est écrire, dans le fond. C'est inventer. Écrire pour moi, c'est inventer des histoires. À la base, là, c'est simplement ça. Donc, et quand on joue avec des jouets, des figurines, ben, on invente des histoires. Quand on invente des histoires, ben, on fait des scénarios. Donc, j'écrivais depuis que je suis tout petit, dans le fond, sans le savoir. Et j'en ai fait, dans le fond, une passion quand j'étais ado. Et j'ai commencé à publier en revue en 2003. J'ai fondé une revue, Brin d'éternité, en 2004, qui continue à vivre aujourd'hui grâce à des gens qui l'ont professionnalisé même. Et j'ai publié dans plusieurs revues comme ça en cours de route. Et donc, depuis 2009, je publie en format livre. J'ai presque pas publié de nouvelles depuis ce temps-là parce que je me suis concentré sur le format un petit peu plus long. J'ai expérimenté différentes formes, là, mais j'aime mieux faire du roman maintenant. Voilà, donc, première fois publié en livre, 29 ans, en nouvelle, 24. Voilà. Ouais, Magali, tu as raison. Faire des livres avec les enfants pendant le confinement, ça implique beaucoup de distractions. Hein. C'est pas facile sur la concentration tout le temps, mais heureusement, j'ai 2 bons enfants qui me laissent un petit peu de temps quand j'en ai besoin pour travailler aussi. Voilà. Question suivante. Dis-moi ça, ma chère. Marie-Christine Payette, quelle qualité ça prend pour être un auteur? OK. Là, Marie-Christine a joué le jeu de m'envoyer beaucoup de questions. Merci beaucoup d'avoir contribué à ça. Quelle qualité ça prend pour être auteur? C'est ça la question? Donc, ben, ça prend beaucoup de persévérance. C'est de l'acharnement. Il faut vouloir continuer. On est beaucoup tout seul quand on fait ce travail-là, dans le sens où la réflexion se fait tout seul, l'écriture se fait tout seul. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire par nous-mêmes et il y a quand même un volet intéressant, important en fait. Moi, je travaille avec des éditeurs pour la simple et bonne raison que ça prend quelqu'un qui aide, ça prend quelqu'un qui lit, qui fait des commentaires. Mais il y a quand même un grand bout de ça qui se fait tout seul. L'éditeur est là pour provoquer aussi l'auteur dans ses idées, pour vérifier que l'auteur est vraiment allé au bout de sa réflexion. Donc, moi, ça me prend un éditeur. Je ne fais pas ça en auto-édition, ça ne m'intéresse pas. Donc, ça prend de la persévérance, ça prend de l'acharnement, ça prend de la créativité. Mais la créativité, c'est quelque chose que tout le monde peut avoir. Là, ça se stimule, ça se travaille. C'est ça. Et est-ce qu'on a besoin d'être
souvent, on me demande, est-ce que j'ai besoin de ne pas faire de fautes pour être auteur? Non. Tu peux te corriger des fautes. C'est ton outil de travail, la langue française. Tu n'es pas obligé de la maîtriser à 100%. Hein? Tu peux construire une maison, même si tu n'as pas le meilleur marteau du monde. Hein? Donc, tu peux écrire un roman, même si tu n'es pas le meilleur en français. Mais tu peux quand même, évidemment, t'améliorer avec le temps. Donc, dans les qualités, évidemment, avoir envie de raconter. C'est ça aussi le principe. Là. C'est savoir synthétiser des idées, savoir développer, ça s'apprend aussi. Donc, voilà. Question suivante. C'est moi qui vais piger cette fois-ci, tiens. Est-ce qu'il y a des auteurs qui écrivent des livres en papier et des auteurs qui écrivent des livres pour les tablettes, les liseuses? C'est la même chose, hein? Il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, c'est un format de livre qu'on peut lire. C'est la seule différence. Moi, mes livres sont parfois disponibles en numérique, parfois non. Ça dépend des éditeurs. C'est eux qui gèrent ça là, à ce moment-là. Regarde, veut savoir, est-ce qu'il va y avoir une suite à Énigme fatale ou un nouveau livre de suspense de ce genre? Je devrais travailler sur un autre roman de la collection Sphinx dans les prochaines années, j'espère, là, ça devrait se faire. J'aimerais bien écrire un autre frisson aussi. Il faut comprendre que ces romans-là, c'est des formats. Donc, il faut avoir une idée qui fonctionne bien avec le format, qu'on peut développer dans le bon nombre de mots, le bon nombre de chapitres. Donc, je pourrais avoir un flash frisson, mais avoir un roman beaucoup plus court parce que l'histoire demande un roman plus court, puis ça ne marchera pas avec la collection Frisson ou la collection Sphinx. La collection Sphinx, petit détail, là, mais Énigme fatale, la collection Sphinx, c'est des romans qui sont au-dessus. Donc, on s'adresse au lecteur. Le lecteur et le personnage en même temps. Et ça demande quand même une gymnastique. Là. On n'est pas habitué d'écrire au-dessus, hein? On écrit au jeu ou au il d'habitude. Donc, c'est un peu étrange comme écriture. Donc, mais oui, Mégane, ça devrait un jour. Caroline me demande aussi, lequel de tes livres es-tu le plus fier? Ben, là, la réponse que j'ai pour ça, elle est vraiment poche. Mais le livre dont on est le plus fier, c'est toujours le dernier qu'on a, parce que c'est l'aboutissement de ce qu'on a fait. T'sais. C'est là qu'on a mis tout ce qu'on a appris dans les dernières années, se retrouve là, dans ce produit-là. Donc, c'est sûr que j'ai une affection particulière pour certains d'entre eux. Tu sais, Le Loup du Sanatorium, mon premier roman, premier livre publié qui a eu un grand retentissement, j'ai beaucoup aimé ça. Nosophobia qui m'a demandé énormément de travail, que j'ai voulu abandonner à plusieurs reprises, mais qui me fait vivre des choses hallucinantes. Je ne pensais pas, moi, avant la pandémie, écrire un roman qui parle de après la pandémie. Tu sais, c'est un peu étrange dans ma tête, c'est dans un futur lointain. On se retrouve quasiment dedans. Des choses comme Prisonnier du gym, je suis super fier de ça parce que c'est la première fois que je faisais un roman humoristique. Fait que j'avais hâte de faire ça. Je suis très content de l'avoir fait. Chaque projet a sa saveur aussi. Mais c'est sûr que ce que j'ai fait depuis 2016, quand j'ai recommencé à publier beaucoup, c'est des choses dont je suis extrêmement fier, évidemment, d'avoir fait. Voilà. Tiens, j'en pige une autre. Rosanne, c'est toi qui la lis? Est-ce qu'il faut aimer être tout seul pour être auteur? Est-ce qu'il faut aimer tout seul? Il faut être capable d'être tout seul. Il faut être capable de passer du temps tout seul avec ta tête et à réfléchir. Écrire, ça se fait n'importe où tout le temps, dans le sens aussi où écrire, c'est réfléchir sur l'histoire qu'on veut raconter, c'est inventer des personnages, c'est avoir un flash dans la douche, c'est de conduire puis faire comme OK, oui, je viens faire un lien entre deux idées, je vais pouvoir les utiliser ensemble. Ça, c'est beaucoup ça l'écriture. Là. Donc oui, ça prend du temps tout seul parce qu'il faut pouvoir se dégager un espace mental pour travailler. Voilà. Une petite dernière peut-être, tiens. À moins que vous ayez d'autres dans les commentaires, ça va me faire plaisir évidemment. Karine, décides-tu de la fin au début de ton processus? Moi, j'avais suivi un atelier d'écriture avec Mme Van Arbour qui m'avait implanté en tête qu'on ne peut pas écrire si on ne connaît pas où on s'en va. Donc moi, j'ai souvent une bonne idée de ce que je veux avoir à la fin. Parfois, j'écris même la scène finale du roman avant d'avoir écrit le reste. Ça me permet de savoir où je m'en vais. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est cette fin-là qui va rester. C'est pas parce que j'ai une fin en tête que c'est nécessairement à ça que je vais aboutir, mais j'aime bien aller vers quelque chose en sachant où je m'en vais. Je trouve ça intéressant de savoir ce qui va s'en venir dans une histoire. Voilà. Donc, 45 minutes de discussion, d'animation.
Si vous êtes là, si vous voulez poser des questions, je peux encore y répondre. Tiens, j'ai envie d'en répondre à une ou deux encore. Donc, ça sera pas long. Mon assistante est là avec mes papiers. Donne-moi quelques questions, ma cocotte, s'il te plaît. Hop, en voici. Karine, ça fait plaisir de t'avoir répondu. Quelles sont les étapes pour devenir auteur? Aimer raconter, écrire, prendre le temps d'écrire. Souvent, les gens, là, ils me disent « Ah, j'ai un projet, un jour, je vais écrire, quand j'aurai le temps. » Bien, ça, c'est comme l'entraînement physique, mettons. Tu te trouves le temps, tu te dégages le temps de le faire et tu l'écris. Puis, ça ne donne rien de parler de 100 000 projets tant que tu n'as pas commencé à les écrire. Puis, première étape, finir un premier projet. C'est pas le premier, c'est pas le roman qui va être publié nécessairement, là, mais en finir un. Arriver à un point où tu marques fin, puis tu es content d'avoir raconté l'histoire. Après ça, tu reprends, tu relis comme si c'était ton pire ennemi qui l'avait écrit, puis tu es intransigeant pour corriger, améliorer, changer les choses, t'assurer que c'est bon. Souvent, on oublie que quand on regarde une série télé, il y a plusieurs scénaristes, plusieurs auteurs qui ont travaillé sur le projet. Alors qu'un roman, souvent, il y a une seule personne. C'est normal qu'il y ait quelqu'un qui ait un regard extérieur, comme un éditeur. C'est normal d'avoir des bêta-lecteurs qui lisent et qui font des commentaires. Donc, ce volet-là, moi, je le trouve essentiel. Quand tu regardes un film, il n'y a pas une seule personne qui a travaillé sur l'histoire. Ils sont pleins à l'avoir fait. Donc, même principe pour les livres. Par contre, on en fait un peu tout seul. Puis après ça, ben, on corrige quand on est satisfait, on magasine un éditeur. Donc, ça veut dire qu'on va, en librairie ou sur Internet, puis on cherche quel éditeur peut fonctionner avec l'histoire que j'ai écrite. Okay? Donc, et on envoie le manuscrit, on envoie sur leur site comment ça fonctionne. Est-ce qu'ils veulent un courriel? Est-ce qu'ils veulent avoir ça papier? Et c'est comme ça qu'on peut envoyer le manuscrit à différents éditeurs. Évidemment, cibler bien, c'est la meilleure chose à faire. Ensuite, ben, c'est ça, là. On envoie le manuscrit, on attend les réponses des éditeurs, puis quand les éditeurs nous reviennent, ben, c'est là qu'on peut voir si on peut faire le projet ou pas. Okay? Voilà. Donc, comme ça qu'on devient auteur, tu sais. Mais ça commence en se racontant des histoires. Rebecca. Ah, Nathalie, je m'en reviens. Rebecca voulait savoir combien de livres j'avais écrits. Ben, la question elle est bonne, hein? Puis elle est bizarre parce que j'ai publié et j'ai écrit, c'est pas la même chose. Moi, j'ai écrit probablement une cinquantaine ou une soixantaine, je ne sais pas trop, de romans. Une trentaine ont été publiés, je ne sais plus trop combien, mais j'en ai beaucoup qui ont été écrits qui ne seront jamais publiés. J'ai des trucs que j'ai écrits il y a longtemps que je ne veux pas qu'ils sortent. Il y a des trucs que j'ai écrits il y a longtemps qui ont eu un espoir peut-être de publication un jour, mais qui vont devoir être écrits au complet. J'aime les idées qu'il y avait dedans, mais l'histoire est peut-être pas bonne, là. Ou peut-être que j'écris différemment aujourd'hui, puis j'ai envie de me replonger dans cet univers-là, mais de le raconter à la manière d'aujourd'hui. Donc, j'en ai beaucoup, tu sais, qui dorment, qui vont dormir longtemps aussi. C'est Joël Champetier, qui est un de mes maîtres à penser aussi, qui m'avait dit c'est pas toutes les histoires qui méritent d'être lues. Peut-être qu'elles méritent toutes d'être écrites, mais elles ne méritent pas toutes d'être lues. Hein? Donc, c'est comme ça un peu que j'ai conçu ma philosophie par rapport à ça. Donc, des fois, il faut écrire juste pour sortir des choses. Des fois, il faut aussi se rendre plus loin et essayer de le faire publier. C'est pas nécessaire tout le temps de publier ce qu'on écrit, tu sais. Si j'avais vraiment envie de publier quelque chose qui n'est pas publiable, mais ça serait mentionné que c'est comme ça. Je l'ai fait quand j'ai fait un projet dans un camping, j'écrivais avec les anecdotes des gens et tout de suite, on faisait un format papier que les gens pouvaient lire sans qu'il y ait eu de relecture ou de révision dessus. Mais c'était écrit dessus que c'était non corrigé puis que c'était non travaillé, tu sais. Mais le principe, c'était ça, c'était de le faire dans un format un peu live. Voilà. Nathalie me demande qui est mon auteur préféré en m'excluant. Ah, je ne suis pas mon auteur préféré. Je suis sûr que si je connaissais pas les histoires, je sais pas si j'apprécierais tout ce que j'ai fait autant que je l'aime en ce moment parce que j'aime ça parce que je les ai écrites les histoires. Là. Mais j'essaie d'écrire des choses que j'aurais voulu lire, évidemment. Mais mon auteur préféré, j'en ai plusieurs. Là. Quand j'étais enfant, ado, Daniel Cernine, Denis Côté, c'est des auteurs que je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand j'ai découvert Isaac Asimov en science-fiction, et ça a été vraiment un gros coup de cœur. J'ai lu énormément de ses romans. Guy Gabriel Kim, auteur canadien-anglais de fantasy, que j'ai beaucoup lu.
Dans les dernières années, j'ai varié beaucoup mes lectures. J'essaie d'expérimenter, d'explorer les différents genres aussi et de lire différents auteurs. J'ai beaucoup de coups de cœur dans les dernières années quand même, là, d'auteurs que j'ai lus beaucoup. Je sais pas lesquels nommer exactement, honnêtement, là, parce que j'en ai lu beaucoup. Mais voilà, j'essaie de lire encore. Hein, je lis entre 40 et 50 romans par année, encore plus ceux que je lis avec mes enfants. À tous les soirs, en faire de dos, on lit. Parce que je trouve ça intéressant encore de lire, évidemment. J'ai pas perdu le goût de la lecture. C'est pas toujours aussi évident que quand j'étais jeune, là, mais parce que l'écriture aussi prend beaucoup de place dans ma tête. Puis je veux pas nécessairement tout le temps. J'ai pas toujours la tête à lire, en fait. Mais voilà. Alors, je vous invite fortement à consulter ma page Facebook, Les Univers de Mathieu Fortin, sur le tableau. Ma page YouTube, Mathieu te raconte, est là aussi. J'ai mon site officiel, mathieuauteur.com, fait par David Martel, qui est un jeune designer web que je vous recommande, qui est très professionnel, qui me fait un super site. Donc, sinon, ben, visitez leslibraires.ca pour vos commandes en ligne de livres, numériques ou papier. Hein, ils font la livraison. Et surveillez la sortie prochaine de Maxime Superpuissante, volume 1, L'étincelle, publié aux éditions Andara, qui sera en ligne, qui sera en librairie très bientôt. Merci énormément de votre participation. J'ai vu les chiffres là, fluctuer dans l'écran. Donc, merci d'avoir été là avec moi. Merci d'avoir posé des questions, d'avoir participé. J'espère qu'on se reverra très bientôt. On se dit à la prochaine. On se revoit pour d'autres histoires. Bye bye.